Madame, monsieur, bonsoir. Dans ce quart d'heure exceptionnel, puisque je vous ai laissé pendant de nombreuses années, j'avais mis de côté cette émission, mais l'occasion en fait le larron. Je reçois aujourd'hui monsieur Patrick Gélinet. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, parce que nous serons rediffusés nécessairement, qui est membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'est-à-dire le CSA, connu depuis 4 ans et demi. Président du groupe de travail Outre-mer et radio analogique et numérique. Et même également d'un autre groupe de travail, qui est le groupe de travail langue française, parce qu'on le sait peu, mais le CSA est chargé par la loi de la défense et de l'illustration de la langue française dans les médias audiovisuels. Mais nous avons d'ailleurs organisé un peu partout, d'ailleurs en métropole comme Outre-mer, je ne sais pas si Outre-mer ça a été connu, mais une journée, c'est la première fois que ça se produisait dans l'audiovisuel, une journée de la langue française à laquelle ont adhéré toutes les radios et toutes les télévisions en France. Ben écoutez, ça tombe très bien, parce que c'est cette dimension culturelle des fonctions du CSA et de vos fonctions que je vais aborder. Mais avant, je voudrais vous présenter toujours cette dimension, parce que le monsieur très simple, là, très bonhomme, qui rend visite, très gentil, il a derrière lui un long chemin et puis de nombreux cartons à son actif. Vous êtes titulaire d'une licence de lettres, vous êtes professeur d'histoire, vous avez enseigné au cours Paulès, puis au cours Charlemagne. Je ne me trompe pas. C'était des établissements privés, oui. Vous avez été journaliste au Figaro et à la revue L'Appel. Vous avez été professeur à l'IPSUP Paris. Vous avez été professeur de culture générale à l'école d'administration et de direction des affaires à Paris. Oui. Vous avez été producteur d'émissions à France Culture. Alors c'est là que ça commence. Alors là, le tir au canard commence. Vous avez été collaborateur de l'émission Panorama à France Culture, auteur de plusieurs émissions pour lesquelles vous avez eu des prix, Grand Prix de l'Académie Charles Gros, ça c'était la guerre d'Algérie. Vous avez... La guerre d'Algérie, oui, 10 heures d'émission. C'était la première fois d'ailleurs dans l'audiovisuel qu'on consacrait une longue émission comme ça, avec des témoignages sur la guerre d'Algérie. C'est là ce qui m'a mis vraiment le pied à l'étrier en radio. En radio. Vous avez parlé de la guerre oubliée. Pour laquelle, la guerre d'Indochine, pour laquelle vous avez eu le Grand Prix de la Société civile des auteurs multimédia, c'est bien SCAM, c'est bien la SCAM. La SCAM, oui. Agora, l'été de grâce des socialistes, et la libération de Paris 10 ans après. Vous avez pour cela eu le prix du Comité français pour l'audiovisuel. Qu'est-ce que vous faites avec tous ces prix? Vous les mettez sur la cheminée? Bien sûr, oui. Je suis très, très heureux de les avoir reçus. Et puis vous avez été producteur de séries, l'histoire en direct, pour l'attentat du Petit Clamart. Je sais si ça intéresse les gens, parce que ici, et en Martinique, parce que nous sommes des gaullistes pénitents. Le grand débat, encore un autre prix, prix Vauban de l'Institut des hautes études de défense nationale. Alors, je cite pas, je dis plus pourquoi, maintenant je dis que les prix. Vous avez eu le prix franco-allemand du journalisme, vous avez été membre, et puis maintenant vous avez été... Vous pantouflez maintenant? Ah non, pas du tout. Je ne veux pas vous provoquer. Au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Non, j'ai passé 27 ans effectivement à Radio France, soit comme producteur d'émissions, soit même comme directeur de France Culture pendant 2 ans, entre 1997 et 1999. Et puis un jour, j'ai eu l'opportunité d'entrer au CSA, ce qui signifiait pour moi, c'était un peu un arrache-cœur, parce que ça signifiait que je ne pouvais plus, autrement que pour parler des affaires du CSA, que vous deveniez mieux, faire d'émissions. Que vous devenez mieux. On ne peut pas, vous savez qu'on ne peut pas, quand on est au CSA, on ne peut pas avoir d'autres salaires que ceux que nous verse l'État. Alors, le CSA, on va essentiellement parler du présent, on ne parlera pas des instances et des institutions qu'il a remplacées. Il y en a eu 2 avant, mais bon, ça c'est de l'histoire. Dans le bref délai qui nous était parti, on va aller directement aux missions. En tous les cas, le CSA a pour mission de garantir la liberté de communication audiovisuelle en France. C'est ça l'appellation, c'est la défense. Oui, c'est bien de rappeler, parce que les gens s'imaginent que le CSA, c'est une espèce de père fouettard qui se contente de formuler des sanctions contre des radios ou des télévisions parce qu'elles se comportent mal. Nous ne sommes pas des gendarmes. En tout cas, nous avons pour mission, et c'est très important, de faire en sorte que la loi soit respectée, que le paysage audiovisuel soit serein, qu'il soit équilibré.
Mais on a aussi, nous faisons un travail de prospection sur l'audiovisuel. Je prends un exemple, une de mes raisons de ma présence ici à la Martinique, c'est de savoir dans quelles conditions on peut développer un nouveau mode de diffusion de la radio, qui est la radio numérique terrestre. Donc vraiment, nous avons des quantités de missions qui sont indispensables. Imaginez, après la libération des ondes dans les années 80, imaginez qu'il n'y ait pas de règles pour que les radios puissent tout simplement être entendues. Coexister. Ce serait l'anarchie. C'est exactement comme si vous aviez des routes, des voitures, et pas de code de la route, et pas de gendarmes pour les faire respecter. Pas de rond-point et pas de... Voilà. L'exemple de la circulation, ici, pour ça que vous avez éprouvé, il est bon pédagogiquement. En tous les cas, la loi du 30 septembre 1986 confie de larges responsabilités au Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment de veiller à la défense et à l'illustration de la langue française, de la culture française sur les antennes. Et c'est très important parce que c'est vrai que il ne s'agit pas seulement de défendre la langue, c'est vrai qu'elle est d'une certaine manière un petit peu agressée, souvent en tout cas, par l'abus des anglicismes, par un mauvais traitement de la syntaxe, par les journalistes. Mais il s'agit surtout de la promouvoir, de faire en sorte que les gens aient envie, au fond, aient plus envie de parler français qu'ils ne le font souvent. Moi j'observe que très souvent, vous avez des journalistes qui emploient des mots anglais alors que le mot français existe. Il n'est pas question de bannir les anglicismes, il n'est pas question de dire je vais regarder un match de balle au pied quand on va voir un match de foot. Une fois que c'est entré dans les mœurs, il n'est pas question de le retirer. Ce serait même un petit peu ridicule et contre-productif. Une fois que c'est entré dans la roue, ça y est, c'est capté, c'est pris. Alors, il y a un aspect, une dimension, on a parlé de la langue, mais également de la culture française. Alors, il y a une question très précise à laquelle vous n'avez peut-être pas pensé, mais je vais vous demander ce que je vais vous revoir dans 2 ans. La France doit bientôt faire ratifier la charte des langues régionales françaises, oui. Quel lapsus significatif, donc qui sont dans la culture française. Alors exactement, nous avons à défendre la langue française et les langues de France, c'est-à-dire toutes les langues régionales. D'ailleurs, je sais que par exemple, sur la télévision, et sur les télévisions ici, d'ailleurs, et les radios, le créole est très pratiqué. Il est hors de question, au contraire, il s'agit pour nous aussi de défendre les langues régionales. C'est le cas en métropole du breton, du catalan, du corse, etc. Ce qui veut dire, excusez-moi de vous interrompre, ce qui veut dire que dans le quota, par exemple, le décompte des chansons françaises ou des chansons anglaises, oui. Une chanson créole sera considérée comme une chanson française. Oui, tout à fait. Très bien. Ou encore de contribuer aux actions en faveur de la protection de la santé. Alors à ce sujet, peut-être que vous n'y avez pas pensé, mais nous avons ici, personne ne vous en a parlé, parce que je sais que c'est comme ça, on a des pathologies spécifiques, donc des campagnes et des modèles d'alimentation, et bref, enfin, il y a un travail à faire. C'est vrai que vous me répondez que le CSA n'est pas là pour faire les programmes des radios et des non, il n'a pas à intervenir dans les programmes. Oui. Il a vérifié s'ils sont conformes à la convention que l'on signe avec les radios et les télévisions, ou le cahier des charges de Radio France ou de France Télévisions. Mais je vous signalerai quand même à toute fin que tension artérielle, cancer divers à cause de l'usage d'une molécule spécifique dans l'agriculture qui est interdite de par le monde, s'appelle la chlordécone, mortalité infantile ici, sont des éléments, alors à l'occasion des réunions, à l'occasion de l'appréciation des programmes, sachez que, à mon sens, nous faisons des efforts à Zouk TV avec sans vanter notre cuisine, avec une émission spécifique avec des médecins pour essayer de sensibiliser les gens, mais je pense qu'outre-mer, c'est très bien, c'est très bien. Au fond, vous remplissez, même si vous êtes une chaîne privée, vous remplissez une mission de service public. Absolument. De même d'ailleurs que le travail de proximité que vous faites ici en Martinique. Alors la France vit, est-il dit, sous le principe de la liberté de communication, liberté de principe, à condition qu'elle ne nuise pas à la liberté des autres. Voilà, et donc l'audiovisuel s'est émancipé de l'État, d'où l'existence du CSA. Pourquoi l'État n'a-t-il pas conservé ses prérogatives l'information, c'est important, pas comme à l'époque où un chef d'État désignait directeur de chaîne publique, mais alors entre l'Europe qui est un organe
nationale et puis entre l'État qui donne à des commissions, différentes commissions. Je ne nie pas la nécessité de notre instance, mais est-ce qu'on ne se retrouve pas avec finalement un État qui n'est pas un État? Et parce que souvent, quand on discute avec vous nous faites remarquer que ceci, c'est les prérogatives de l'État, ce n'est pas les prérogatives du CSA, dans un cadre qui correspond quand même à la communication, à l'information. Non, l'État est la tutelle, en fait, des chaînes publiques. Bon, mais vous ne voulez quand même pas, et personne ne le souhaite aujourd'hui en France, que l'on revienne à la situation antérieure où on disait de la radio et de la télévision que c'était la voix de la France. Évidemment. Justement, l'éclatement, la libération des ondes, ce qui s'est fait au profit des chaînes privées, permettait que l'on enlève des radios et des télévisions le soupçon qui pesait sur elles d'être les chaînes qui étaient en quelque sorte des chaînes de propagande de l'État. Donc, au contraire, l'État est distinct de tout ça. Nous assurons la liberté de communication, comme vous le dites, mais nous n'avons pas et nous veillons bien. Prenez un exemple ici. C'est qu'une des raisons aussi de ma présence, c'est la proximité avec les futures élections régionales. Une des responsabilités du CSA, c'est de faire en sorte que justement l'ensemble des candidats, c'est vrai pour d'autres élections, l'ensemble des candidats puissent accéder justement aux ondes, à la radio ou à la télévision, proportionnellement à l'importance qu'ils peuvent avoir dans le paysage. Donc justement, ça prouve bien qu'il ne faut pas qu'on puisse soupçonner l'État d'intervenir dans ce qui serait de la propagande dans les médias. Le nerf de la guerre, c'est l'argent, et vous savez qu'il y a ici une sorte de monopole financier, dirais-je, de chaînes que je ne citerai pas, c'est pas la peine d'entretenir une guerre entre les gros annonceurs et entre les grosses chaînes généralistes. Oui. Il y a ce problème quand même, et que ça porte à tête à la liberté d'existence des petites chaînes. C'est une réalité qu'elles n'ont pas accès à cette manne divine qui est la publicité, parce qu'il y a une sorte de tropisme qui fait que on donne au même. Et comme on vous expliquait hors antenne, plus le fait qu'on est limité parce qu'il y a des publicités nationales, mais là-dessus on a bien compris qu'on ne peut rien faire. Nous formons partie d'un groupe, d'une entité nationale française, mais est-ce que le CSA peut être sensibilisé à la situation économique difficile de ces petites chaînes qui ont besoin d'être défendues et qui sont l'expression et qui font un travail comme vous l'avez dit vous-même. Mais toutes les chaînes ont accès à la publicité, les chaînes privées, elles ne vivent même que de ça. Si elles n'avaient pas accès, elles mourraient. Alors maintenant, le problème ici, en Martinique, comme d'ailleurs dans l'ensemble des régions ou des territoires d'outre-mer, c'est que... Peut-être pas la Réunion, peut-être pas, qui a quand même près de 1 million d'habitants. Voilà, il y a 800 000 habitants. Alors c'est précisément la raison pour laquelle la principale chaîne privée peut survivre, parce que le marché publicitaire est relativement important, en tout cas, compte tenu au regard de la population qui s'y trouve. Mais par exemple, ici en Martinique, que ce soit aussi à la Guadeloupe, avec dans chacun des 2 départements-régions 400 000 habitants, que ce soit en Guyane où je me rends dimanche prochain, eh bien le marché est assez restreint et il est assez difficile pour un trop grand nombre de télévisions privées de pouvoir y vivre de la manne publicitaire, parce que le gâteau, il est plus restreint que justement à La Réunion, et à plus forte raison que pour les chaînes nationales en métropole ou ici, et qui peuvent s'appuyer sur un marché très important. Donc ça, c'est effectivement une préoccupation, parce que c'est ce qui rend fragile les télévisions privées. Et qui devrait donc vous rendre, pas plus laxiste, mais enfin plus favorable aux mesures qu'on pourrait vous demander, aux aménagements de la loi. Mais en même temps, en tenant compte précisément des règles. Non pas des règles, mais du marché publicitaire. Nous avons à veiller aussi, vous savez que le CSA a un pouvoir économique, nous devons veiller, nous devons faire en sorte, lorsque nous accordons une autorisation, lorsque nous accordons une fréquence à une chaîne de radio ou une chaîne de télévision, à ce qu'elle soit viable, et à ce que son apparition, si c'est une chaîne nouvelle sur le marché, ne perturbe pas justement, ne provoque pas de déséquilibre sur le plan économique. C'est la raison pour laquelle, ça c'est une nouvelle compétence du CSA et une nouvelle charge qu'il a aussi, c'est de faire en sorte, quand il lance un appel à candidature sur une zone, en radio ou en télévision, c'est de faire une étude d'impact pour voir si l'arrivée d'un nouvel opérateur ne bousculerait pas ce marché publicitaire de manière à ce que tout le monde puisse vivre. Ça aussi, c'est la liberté de communication. C'est de faire en sorte que les radios et les télévisions qui sont sur une zone puissent vivre de la publicité. S'il y en a trop,
elles mourront. À l'égard de la jeunesse, il est dit dans la documentation sur le CSA que vous vous préoccupez de la mise en place d'une signalétique jeunesse, l'organisation de campagnes de formation à destination des parents. Concrètement... Ça c'est connu, la protection de la jeunesse c'est aussi une des missions du CSA et c'est la raison pour laquelle c'est le CSA qui décide d'imposer une signalétique en fonction du degré de violence ou des aspects également parfois sexuels que peut avoir une émission, de l'interdire aux moins de 18 ans. Ça c'est pour les programmes dits de catégorie 5, c'est-à-dire franchement les programmes pornographiques et qui d'ailleurs n'ont pas droit d'être diffusés avant minuit ou alors moins de 10, moins de 12, etc. Donc les petites signalétiques, c'est effectivement le rôle du CSA. C'est une des nombreuses, il y en a beaucoup de missions du CSA, elles sont peu connues. Il y en a une nouvelle aussi qui est importante, évidemment, et qui concerne également les Outre-mer. C'est la nomination, le pouvoir de nomination qui a été rendu au CSA de nommer donc les présidents de chaînes publiques, c'est-à-dire Radio France, c'est-à-dire France Télévisions, c'est-à-dire France Média Monde, c'est-à-dire France 24 et RFI. Et ça, c'est un pouvoir nouveau qui lui a été attribué, bon, qui provoque quelques polémiques, mais qui concerne beaucoup les Outre-mer. Quand on désigne la future patronne de France Télévisions, c'est également la patronne des Outre-mer premières, des RFO, comme on les appelait, de toutes les chaînes d'Outre-mer que vous avez ici. Ici, par exemple, ce sera la patronne de Martinique Première. Justement, en parlant de la jeunesse et de l'éthique et de la morale, tout récemment, c'est tout frais, il m'a été signalé la diffusion d'un feuilleton d'origine saxonne, américaine, mettant en action trois jeunes garçons à tendance sexuelle orientée, enfin, on n'a plus le droit maintenant, je ne sais plus ce qu'on a le droit de dire et de faire, et qui racontaient leurs ébats sexuels à 15h l'après-midi, heure consacrée aux jeunes. Dans cette hypothèse, que peut faire l'auditeur? Comment peut-il saisir le CSA et se plaindre de ce que trois... Tout simplement qu'il nous adresse un courrier. Alors on en vient et à ce moment-là, on étudie le cas et au besoin, on met une mise en garde, une mise en demeure, ou pourquoi pas, lorsque c'est un cas grave, que effectivement nous avons un pouvoir de sanction sur des chaînes qui peut aller, mais ça c'est la bombe atomique et ça n'arrive pratiquement jamais, jusqu'à l'interdiction de diffusion d'une chaîne de radio ou de télévision. Nous avons aussi à lutter contre les propos racistes, contre tout ce qui peut être une incitation à la violence ou à la haine raciale. Donc vous voyez, je vous dis, nous avons beaucoup de responsabilités, elles sont importantes, elles sont même indispensables. Oui, alors vous avez également une action très importante au moment naturellement des consultations électorales. Vous avez donc besoin de personnel important qui enregistre, qui dissèque, qui comptabilise les heures d'écoute. Je crois que vous avez un budget de plusieurs dizaines de millions, un budget annuel. Il n'est pas considérable, je l'ai trouvé. Oui, mais il est quand même important. Il est consacré, puisque nous sommes le CSA, ce n'est pas seulement les 8 membres qui actuellement le composent, c'est aussi beaucoup de gens qui travaillent. C'est ce qu'on appelle les services, mais qui font un travail considérable en amont de nos décisions. C'est aussi, d'ailleurs c'est peu connu, mais dans chacune des régions, que ce soit en métropole, que ce soit outre-mer, les yeux, j'appelle ça les yeux et les oreilles du CSA, et ça s'appelle les comités territoriaux audiovisuels qui sont représentés ici. Il y a un comité territorial audiovisuel qui couvre à la fois les Antilles et la Guyane. Il y en a pour la Polynésie, pour la Nouvelle-Calédonie, et il y en a pour 12 régions en France actuellement. Donc c'est un travail important. Mais n'imaginez pas que nous ne pourrions pas le faire d'ailleurs, que les 300 personnes, 400 personnes qui composent le CSA passent leur vie. Ils ne pourraient pas voir tous les programmes. Vous savez, prenez le cas en radio, il y a 900 radios en métropole. Si j'ajoute celles qui existent dans les Outre-mer, ça fait beaucoup. Donc on ne peut réagir que si nous sommes saisis, que s'il y a des plaintes. Pour ce qui concerne les élections, nous sommes chargés de veiller encore une fois à la présentation équitable des listes candidats ou des candidats quand c'est des présidentielles à des élections, mais c'est déclaratif, c'est-à-dire que ce sont les chaînes qui nous disent les temps de parole qu'ils ont accordés à tel ou tel candidat. En revanche, si nous sommes saisis d'une anomalie, nous demandons à ce moment-là aux chaînes de nous transmettre l'intégralité de la diffusion, voilà. Et vous faites le décompte. Exactement. Vous avez un budget de 39 millions, un budget global de 39 millions. Vous avez en tête le montant consacré à notre région?
Les 39 millions, c'est sur l'ensemble. Sur l'ensemble, oui. Mais c'est ça. On ne dit pas, nous consacrons tant à la Martinique, vous n'avez pas de comptabilité analytique. Voilà, là, en ce moment, le CSA dépense un peu plus d'argent parce que je me trouve en Martinique qu'il n'en dépense quand je suis à Paris. Alors, en ce qui concerne le contentieux, il est dit quelque part que le Conseil consacre une attention très particulière ou toute particulière à la motivation précise et explicite de ses décisions. Alors je sais que vous avez à intervenir. À chacune de nos décisions. L'exemple des attentats et le traitement par certaines chaînes en diffusion est typique. Il y a des contentieux en cours. Oui. Comment est acceptée la fonction, au niveau de l'Hexagone, la fonction du CSA dans cette dimension Il est évident que nos décisions sont bien admises par ceux qui en profitent et toujours mal admises quand il s'agit par exemple d'une mise en demeure ou d'une mise en garde comme nous avons pu en faire au moment des attentats de janvier. Et je comprends très bien que les opérateurs soient chagrinés que nous ayons mis en demeure pour telle ou telle raison, notamment par exemple lorsque ce qui se disait en direct à la radio ou à la télévision pouvait nuire aux opérations de police en cours ou pouvait présenter un danger pour les otages qui étaient pris à ce moment-là. Donc forcément ça suscite des mécontentements, ça suscite des critiques. De toute façon... Et de la procédure. Ça fait partie aussi de ce que nous devons accepter, et c'est tout à fait naturel. N'importe laquelle de nos décisions peut être susceptible d'un recours. Il n'y a pas de formalisme particulier pour vous saisir. Un auditeur peut le faire. Ah oui, tout à fait. Non, mais ça, c'est autre chose. Là, c'est le recours d'une chaîne de radio ou de télévision lorsque nous prenons une décision qu'elle considère comme injuste. Et c'est tout à fait naturel qu'elle forme un recours. Maintenant, est-ce que ce recours sera accepté par l'instance suprême qui est le Conseil d'État? Ça, c'est une autre affaire. Il nous arrive d'être critiqués. Il nous arrive aussi d'être critiqués très injustement. Vous le savez peut-être, nous avons été critiqués dans la procédure que nous avions adoptée pour désigner la future présidente de France Télévisions. Alors, en disant que le CSA était profondément divisé, etc. Nous sommes 8, nous prenons, pas nécessairement, nous l'avons fait une fois seulement, c'était quand nous avons désigné le président de Radio France, et nous étions unanimes dans notre décision. Mais il va de soi que c'est rarement le cas, mais qu'on n'aille pas chercher derrière le fait que nous ne sommes pas d'accord sur tout. C'est ça d'ailleurs qui fait la richesse du CSA, c'est que nous sommes des personnalités diverses, avec des expériences variées, et que nous ne sommes pas nécessairement d'accord, nous discutons longuement entre nous, et nous prenons nos décisions de manière à la majorité. Si nous sommes minoritaires, il peut forcément, dans la désignation de la future présidente de France Télévisions, elle n'a pas été désignée à l'unanimité. Ça ne veut pas dire pour autant que ceux qui n'étaient pas d'accord se bagarrent ensuite indéfiniment. Parce qu'on dit beaucoup, le CSA est divisé. Ce n'est pas vrai. Quand une décision est prise à la majorité, tout le monde s'incline. Alors évidemment, il peut y avoir des mécontents, mais bon, c'est une règle. Quand je suis rentré au CSA, c'était la règle. Je l'ai admise, je l'ai comprise et je la respecte. Un fonctionnement démocratique. Parlons d'autre chose. Le CSA adhère à des réseaux divers, des réseaux européens, qui ont une fonction, qui ont un rôle. C'est important, c'est ce qui s'appelle l'ERGA, c'est l'ensemble des régulateurs justement de l'audiovisuel en Europe. L'ERGA, dont la présidence qui a été créé tout récemment à l'initiative de l'actuel président du CSA et dont il est actuellement le président de l'ERGA. Il y a nous entretenons beaucoup de contacts avec beaucoup d'organismes de régulation de l'audiovisuel. Ça prouve bien d'ailleurs une chose, c'est que c'est nécessaire. La régulation. Tous les pays du monde ont une régulation pour l'audiovisuel. Autrement, encore une fois, ce serait totalement anarchique. Mais nous entretenons des rapports entre nous. Est-ce qu'on peut envisager à terme, à condition naturellement que le politique s'empare de la question, que vous ayez un schéma identique de coopération avec les organismes, s'ils existent, régionaux, pour que la Martinique, l'information martiniquaise, guadeloupéenne et guyanaise soient vraiment intégrées dans son bassin? Parce que pour l'instant, on parle beaucoup de TNT, de France Culture, mais la culture, pour nous, elle est aussi de nous préoccuper de ce qui nous concerne directement. Est-ce qu'on peut envisager ça? Est-ce que c'est une chose que vous... En tout cas, je vous le suggère, si vous n'y avez pas encore pensé. Vous dire la culture... caribéenne, parce que nous sommes coupés de notre bassin, de notre environnement, il faut que vous le sachiez. Imaginez une France qui ne se préoccupe pas de la Grèce,
qui ne se préoccupe pas de ses voisins européens. Non. Écoutez, si je suis ici, c'est bien la raison. C'est pas la motivation. Chacun le sait, mais devrait le savoir. Vous comprenez bien que je ne serais pas ici si le CSA n'attachait pas autant d'importance aux Outre-mer qu'à la métropole. Je sais qu'ils ont le sentiment souvent d'être un peu mis à part. On se trompe de focus. Ce que je veux vous expliquer, c'est qu'il existe des organes d'information. Il n'y a pas que Grand Mât, l'organe cubain. Bon, mais il existe des organes d'information. Il existe, pour la presse écrite que je connais très bien, des îles à population moindre avec plusieurs organes. Il existe effectivement des données économiques, des données sociales, sociologiques, enfin une culture. Et nous sommes totalement coupés de ça. Il existe également des réseaux tels que le CSA de régulation. Est-ce qu'on peut imaginer que le CSA ici, avec ses comités techniques, entame un processus de relation avec ces organes? Est-ce qu'on peut imaginer ça à terme? Naturellement, c'est pas l'actualité. Il n'y a pas d'obstacle à ça. L'intégration, de même que pour le sport, nous commençons à être intégrés à notre région, sans pour cela avoir une identité nationale et être séparés. Et puisque vous parlez de culture aussi, il y a une chose qui me préoccupe beaucoup, d'autant plus que j'y ai travaillé pendant plus de 10 ans. Mais c'est l'absence dans les Outre-mer en général, sauf à La Réunion, à Saint-Denis, on peut entendre France Culture. Oui. Mais vous n'avez du service public, qui est quand même une grande entreprise culturelle, avec ses différentes radios, je parle de Radio France, vous avez une radio qui n'existe pas, qui n'est pas entendue ici, autrement que par satellite, ou par le web, mais c'est France Culture. Absolument. Ça, c'est une chose dont je me préoccupe. Il n'y a pas de raison que les métropolitains puissent écouter l'ensemble des 7 chaînes de Radio France et que ici vous n'en ayez qu'une qui est France Inter. Qui fait déjà un très bon boulot. Qui fait du très bon boulot. Et par exemple, c'est une chaîne qui est diffusée en direct. Autrement dit, les infos, vous les avez avec 6 heures de décalage. Absolument. Donc, ça aussi, on peut envisager que le décalage, qu'on puisse résorber le décalage. Mais c'est vrai qu'il n'est pas normal pour une chaîne nationale de service public, pour un groupe national de service public, que l'ensemble de ces radios que l'on peut entendre en métropole, en tout cas pour 3 ou 4 d'entre elles, je pense à France Musique, à France Culture, à France Info, ne soient pas présentes en Martinique ou en Guadeloupe ou en Guyane, etc. Une dernière question et je vous libère pour que vous puissiez... Mais je ne suis pas prisonnier, je n'ai pas le sentiment d'être prisonnier ici, donc vous n'avez pas à me libérer. Quelle est votre impression au terme de votre second voyage, c'est ça, aux Antilles, sur l'évolution des médias? Écoutez, en dehors justement des petits points que j'ai abordés à plusieurs reprises sur d'autres radios, d'autres télévisions, qui consistent effectivement à étoffer un petit peu la TNT pour que, encore une fois, il n'y ait pas un sentiment d'injustice, que les Martiniquais n'aient pas le sentiment d'injustice quand ils voient qu'il y a ici moins de télévision gratuite qu'il y en a en métropole, ou pour ce qui concerne la radio. Mais moi, c'est une impression quand même de chaînes, malgré les difficultés qui sont les leurs, de chaînes de radio ou de télévision très dynamiques, avec des studios très modernes, etc. Donc c'est plutôt, sur le plan purement de l'audiovisuel, c'est ma mission ici, c'est vraiment plutôt une bonne impression. Sur ce dernier mot positif que je vous quitte et vous souhaite une bonne continuation, et à dans 2 ans peut-être, ou avant. Hélas, dans 2 ans, je ne serai plus au conseil, car la durée, le mandat d'un conseiller est de 6 ans. Donc, malheureusement, je partirai, mais je reviendrai sûrement en tourisme, parce que j'aime beaucoup votre... Nous avons toujours un petit peu de soleil pour les revenants. À bientôt. Au revoir. À bientôt.